Le 5 décembre 1957, à Sardan, petit village de la Creuse, Claude Chabrol donne à 27 ans le premier tour de manivelle de son premier film, Le Beau Serge. C'est le premier long métrage, produit, écrit et réalisé par un des jeunes critiques de la bande des Cahiers du cinéma, qui comptait dans ses rangs, entre autres, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette, et que la presse baptisera la Nouvelle Vague, qui va influencer le cinéma du monde entier. Le générique comporte un carton produit, écrit et réalisé par Claude Chabrol. Oui, c'est prétentieux. Hein. Oui. C'était vrai, c'est-à-dire que maintenant je ferais pas comme ça. Mais j'étais fier de moi malgré tout. Quand on fait son premier film et qu'on se dit il va falloir se coltiner tout le principe technique qu'on connaît mal, qu'on devine mais qu'on connaît mal, donc il faut faire attention avec la réalité. Donc je voulais ne pas avoir de problème de ce point de vue-là, du point de vue de la topographie des lieux. Donc, j'ai écrit le scénario en fonction de la topographie des lieux, mais c'était très facile de la respecter. Alors, t'es revenu nous voir ? Bah oui, tout l'hiver, je vais rester. On a passé 9 semaines ici, il faisait moins 10, moins 20, je me rappelle très très froid, mais on avait quand même le sentiment, c'est très étrange, de faire un beau film. Moi, je me souviens, c'était mon premier grand rôle, mais en même temps, cette campagne, cette connaissance de Claude, de son pays. Et quand on est arrivé, on a l'impression d'être loin de Paris, complètement oublié dans cette campagne, qui était un peu... Maintenant, les moyens de communication sont meilleurs, mais à l'époque, il fallait prendre des petites routes, c'était gelé, il y avait de la neige jusque-là, quand on tournait, on était enfoncé jusqu'aux genoux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de retrouver cet endroit intact comme ça, comme si on l'avait quitté hier. Mon lien avec Sardan est très étroit, un peu douloureux. Enfin, voilà. Ma mère est née à Sardan. Mon père est né à 21 kilomètres de Sardan. Ils se sont connus dans le train allant à Paris. Ils se sont mariés et je suis né à Paris. Puis, là-dessus, on allait régulièrement en vacances pendant tous les étés à Sardan, dans la maison familiale. Et au moment de la guerre, mes parents, qui se sont sentis une âme de héros, n'ont pas voulu que je remonte sur Paris pour ne pas les gêner. Donc, je suis resté en Creuse pendant toute la guerre avec ma grand-mère, c'est-à-dire entre 40 et 44. À Sardan, vous étiez très bon élève. J'étais bon élève, oui. Moi, j'aime bien être le roi. Alors, j'explique pourquoi. C'est que quand j'étais tout gosse, étant donné que j'étais né dans des conditions compliquées, presque mélodramatiques, mes parents croyaient que j'étais un peu gaga. Et finalement, quand ils sont aperçus que c'était pas le cas, j'étais devenu le dieu vivant. Donc, j'adorais être le roi. Votre père, je crois, est un héros discret de la résistance. Oui, on peut appeler ça comme ça, j'en suis très fier. C'est pour ça que je n'hésite pas à le signaler, d'enlever un peu de la discrétion. Dès que Paris a été libéré, mon père est descendu et on est remonté, puisqu'il avait la possibilité de remonter sa voiture, parce qu'il avait des papiers, etc. Il était persona grata à ce moment-là. Donc on est remonté dès fin août 1944. Claude Chabrol termine ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis souhaite s'inscrire à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Son père s'y oppose, prétextant qu'il n'y a que des pédérastes dans le milieu du cinéma. « Tu devrais faire pharmacie, comme moi », lui conseille son père. « Mais il y a aussi des pédérastes en pharmacie », lui rétorque Claude Chabrol. Le père et le fils trouvent un compromis. Claude s'inscrira en lettres et en droit. Mais très vite, Chabrol rejoint la bande des Cahiers du cinéma.
Les Cahiers en 57, c'est une machine de guerre. Ils ont déjà presque gagné la partie, même si ça reste encore très confidentiel. C'est un petit tirage, une revue donc qui naît en 51, qui reste à 2-3 000 exemplaires. Mais c'est une machine de guerre au sens où le pouvoir aux Cahiers a été déjà conquis par ce qu'on appelle les jeunes Turcs, dont Chabrol est un des éléments tout à fait importants, avec Romer, qui est le plus âgé, le plus ancien, Rivette, Truffaut, Godard. Et donc, on est là devant une petite équipe qui a pris le pouvoir au Cahiers, qui a imposé ses goûts. Déjà, les principales manières de faire de la critique sont passées au Cahiers. Il y a l'élément de détestation, c'est la qualité française. L'admiration pour les auteurs hollywoodiens. Troisième élément, c'est la mise en scène. C'est-à-dire tout le sens du film, c'est sa forme. Le fond du film, le message du film, c'est sa forme, c'est la mise en scène. Et ça, tous les jeunes Turcs ont été très clairs là-dessus. Votre panthéon à l'époque des Cahiers, c'est qui ? Je pense que c'est les mêmes que maintenant. C'est-à-dire, ça doit être Renoir, Lang, Hitchcock, ces gens-là. Et à l'époque, il devait y avoir aussi Ophuls et Rossellini, enfin... Chabrol, il était déjà un peu ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire qu'il se réfugiait. Apparemment, on aurait pu grossièrement dire c'était le petit rigolo. C'était celui qui avait l'air de pas prendre le cinéma au sérieux. Je me souviens, on se retrouvait beaucoup dans projection au Studio Parnasse, un petit cinéma avec un distributeur à l'ancienne épatant qui distribuait vraiment des bons films. Et tous les mardis soirs, il y avait un petit jeu comme ça de questions. Alors, je me rappelle, Rivette, il connaissait le 4e assistant maquilleur du 12e film de Ford. Bon. Et puis après, on allait boire un coup, comme ça, mais... presque toute cette bande, et même Truffaut, qui s'est épanoui par la suite, mais ils étaient toujours des collégiens dégueulasses, sales. Mes parents avaient un café qui se trouvait place du Théâtre Français, et ce café, le Café de la Comédie, est devenu un repère pour un certain nombre de membres de la fine équipe. Comment Brialy était arrivé dans la bande ? Brialy est arrivé dans notre bande par quelqu'un qui est devenu directeur photo qui s'appelle Pierre Lhomme. Et Pierre Lhomme avait tourné pendant son service militaire avec Brialy un film qui s'appelait Chiffonnard et Bonne Aloi. Voici le soldat Chiffonnard. Et un tabouret démoli. Ce soir, nous dormirons dans de beaux draps. Et une table taillée au couteau. Dites donc, Chiffonnard, chez vous, est-ce que vous vous teniez de cette façon ? Sûrement pas. Alors ? Alors il y a quelqu'un qui aussi a joué un rôle, je crois, dans le passage à l'acte, à la mise en scène de la bande des Cahiers, c'est Rossellini. Ah oui, on était au Cahiers, dans l'admiration de Rossellini, qui... une combine vraisemblablement avec la Suisse pour faire des longs métrages en 16 mm. Et gentiment, il nous propose d'écrire des trucs comme ça. Alors on s'y met tous. Rivette écrit une histoire de trafic d'armes à la cité universitaire, bien entendu. Moi, je fais la première mouture du Beau Serge qui s'appelait Naissance au printemps, excusez du peu. Et François, je ne me souviens plus de ce qu'il écrit. Et on présente tout ça à Rossellini, qui ne donne pas de nouvelles pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il dit « Ah oui, mais non, franchement, j'ai été très déçu, à part celui de François, comme ça. Mais c'est pas un long métrage, c'est le matin, les autres, c'est pas possible. » En fait, sa combine avait foiré, et il nous l'a pas dit, quoi. Il aurait mieux fait de nous le dire, quoi. Bon. Moi, je me suis dit, je vais bien voir quand même si on peut en faire quelque chose. Et j'ai pu, à partir de l'histoire, faire le Beau Serge. J'ai eu de la veine, j'avais épousé une jeune femme qui avait du pognon. Bon, je l'ai épousée pour son pognon, j'ignorais qu'elle avait du pognon. J'ai été le premier surpris. Et donc, à la mort de la grand-mère de ma femme, elle a laissé un petit pactole aux petits-enfants. Et là, elle a été formidable. Ma première épouse, elle a dit,
Qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai dit, on peut essayer de produire des films. Elle me dit, moi, je veux bien produire un film, mais seulement s'il est de toi, je veux pas... Bon, j'aime bien tes copains, mais... Alors là-dessus, j'ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et je me suis dit, je vais m'y mettre. Et voilà, j'ai utilisé le scénario de Naissance au printemps là, pour fabriquer celui du Beau Serge. Avec l'héritage de votre femme qui récupère un pactole de sa grand-mère, vous créez une société de production qui s'appelle Agim. Pourquoi Agim? Alors Agim, c'était le prénom de ma femme, c'était Agnès. Donc A pour Agnès, J-Y, c'est mon fils aîné qui s'appelait Jean-Yves, et M qui était mon second fils qui s'appelait Mathieu. Dans Le Beau Serge, François, Jean-Claude Brialy, revient dans son village natal après une longue absence. Tuberculeux, il doit se reposer quelque temps. François retrouve Serge, Gérard Blain, un ami d'enfance devenu alcoolique après la naissance d'un enfant mongolien et mort-né. Yvonne, Michel Méritz, la femme de Serge, attend un autre enfant. Serge renoue avec une ancienne maîtresse, Marie, Bernadette Lafont, avec qui François a une brève aventure à son arrivée au village. Malgré l'hostilité mêlée de honte de Serge, de plus en plus ivrogne, François tente de sortir Serge, le beau Serge, de sa déchéance. Ce petit dérangement que nous avons fait pendant 9 semaines avec Chabrol à Sardan reste un moment, plus beau que le monument aux morts. Mais c'est vrai qu'avec Bernadette, on est les seuls rescapés de ce générique. Michel Méritz n'est plus là, Edmond Beauchamp n'est plus là, Jeanne Pérez n'est plus là, Claude Serval n'est plus là, bien sûr Gérard n'est plus là. Donc c'est un peu terrible d'être les survivants d'un film de notre jeunesse. On a l'impression que le temps est arrêté et de retrouver exactement le décor. Ce qui est drôle, tu vois, c'est Michel Roussange. Oui. Et tu te souviens comment Claude l'a appelé dans le générique? Non. Michel Creuse. Ah oui. Et quand moi j'avais vu Michel Creuse, je m'étais dit c'est pas possible, il y a un gag quoi. Et c'était un bon gros garçon. Il était tellement naturel, il avait absolument pas peur de la caméra. On avait l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie. Il était plus à l'aise que moi. Et il était délicieux parce qu'il était gentil comme tout. Donne-moi la valise. Non, pense plus. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Christine? Rien, ça je te jure. Elle a peut-être raison. Dis donc. Quoi? Serge, qu'est-ce qui lui est arrivé? Va donc savoir. C'est une loque? Oh, oui, ça il vaut guère mieux. Alors, monsieur Bayard, vous êtes revenu nous voir? Eh oui. Le bourg a bien changé, pas? Un peu, oui. je vous présente Jean-Claude. C'est pas vrai. Bonjour. Comment allez-vous? Monsieur. Quel bonheur de vous retrouver. Le bourg a bien changé, pas? Un peu, oui. Surtout soignez-vous bien, ne faites pas d'imprudence. Oui, enfin non. Soyez tranquille. C'était bien pour une pharmacienne de me dire que de me soigner bien. N'est-ce pas? C'était bien, oui. Ça me fait plaisir. Vous n'avez pas changé. Oh dites donc, c'est parce que vous voyez pas très bien. Oh, moi j'ai tellement changé. Oh, bien oui, je comprends. Quand on est acteur, au fond, il faut retrouver l'enfance et l'enthousiasme et la naïveté. Et tout ça, vous nous le donniez, vous nous le communiquiez. Soyez tranquille. Qui était-ce? Sans blague, c'est la Rita Perrault. Mon Dieu, je l'ai pas reconnue. Elle a changé, elle a 12 ans de plus. Elle est mariée, elle a 3 gosses déjà. Ah ça lui a pas réussi. Vous avez connu Claude Chabrol quand il était petit. Quel enfant était-il? C'était un enfant qui était gentil, mais il était en avance. Donc, il allait plutôt vers les personnes plus âgées, je dirais, comme Monsieur Mercier, qui était notre ancien maire, qui était ingénieur des eaux à Clermont, et il lui aidait pour faire le cinéma, qui est dans la maison, là, à droite. C'est mon mari, Georges Mercier, qui a créé le cinéma sardentais en l'année 42. Une société par action dont la grand-mère de Claude Chabrol était une des actionnaires. Vous pensez que c'est à cause de votre mari et de sa passion pour le cinéma que Claude a eu le virus du cinéma? Non, je ne pense pas, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Non, je pense, il était comme les jeunes, il s'ennuyait. En plus de ça, c'est un garçon qui était habitué à vivre à Paris. Être pendant cette période-là chez sa grand-mère à Sardon, ça ne devait pas l'enthousiasmer. Claude, à l'époque, était dans la cabine à regarder, il venait à la maison pour voir la programmation. Il y avait une programmation finalement assez orthodoxe. On faisait attention, on devait passer un certain nombre de films allemands, sinon on n'avait pas droit à d'autres. Simplement, on a été obligé de passer le Justus. Et alors, les gens du coin ne savaient absolument pas de quoi il s'agissait. Et alors, ils ont déjà commencé à faire des astuces sur le titre. Bon, ça, c'est normal. Bon. Ça, du genre, il n'est pas le seul, enfin, un truc comme ça. Bon. Et là-dessus, ils voient le film et ils trouvent que ce type est un vrai salaud, épouvantable. Là, ils applaudissent quand il est pendu. Ah, pitié, je n'ai rien fait de mal. J'ai toujours agi pour mon souverain. Je suis qu'un pauvre juif. Laissez-moi la vie. Je veux vivre. Vivre. Mais ils n'ont absolument pas, c'est pourquoi je pense que c'est malgré tout un mauvais film de propagande, ils n'ont absolument pas fait le rapprochement entre le fait qu'il soit juif et le fait qu'il soit salaud. Ce qui était le sujet même de ce film immonde. C'est là chez Thérèse. Oui, oui. C'est là que vous preniez le petit déjeuner. Voilà. Oh, comment ça va? Comme je suis content de vous voir. Et moi? Pareillement, je suis bien. Elle est belle comme tout. Bien contente de vous voir. Comment ça va alors? Ça va très bien. La santé? Ça va, Patrick. Et le travail? Le travail, ça marche toujours. Sans arrêt, hein? Ah, sans arrêt. Oui. C'est vrai. Des beaux souvenirs, hein? Oui, c'est vrai. On est venu prendre le petit déjeuner, là? Oui, tous les matins. Tous les matins? Oui. Il y a 46 ans? Peut-être bien, oui. Ah oui, moi je vous le dis. Et c'est Thérèse qui a donné les petits verres de rhum à Gérard pour le doper. On lui donnait là au bar. C'était pour travailler. Oui. C'était pas pour le chauffer. Et Jean-Claude, il buvait pas, lui. Ah, Jean-Claude, il avait assez des femmes. Ah oui. Il était regardé, Jean-Claude. Ah oui. Il était beau, hein? Il était bien beau, même encore. Même encore, il est mignon. Mais bien sûr. Ça vous fait quel âge, Thérèse? 84 ans. Depuis le mois de mai. C'est bien. C'est un bon mois, le mai. Oui. Hein? C'est taureau. C'est taureau. Oui. Ça saute. Oui. Ça saute moins maintenant. Je crois que Claude Chabrol, quand il a écrit Le Beau Serge, il a pensé à moi en écrivant François. Il y avait un côté comme ça un peu curton, enfant de cœur, scout, prêt à rendre service, le jeune homme bien élevé qui fait traverser les vieilles dames dans les clous, qui veut s'occuper des malades, enfin qui est assez généreux et assez infirmier-chef, comme ça, un peu la mère Teresa du village. Mais c'est vrai que j'ai été élevé comme ça et que j'ai peut-être ce côté chien de secours. Docteur! Docteur! Bonsoir. Bonsoir. Il est là, le docteur? Ah non, le docteur n'est pas là. Je suis Paulette Tironne qui a fait la scène avec vous, la scène chez le docteur. Dites-moi. Oui? Vous rentrez? Non. Non, vous pourriez pas venir. Il y a Yvonne, la femme de Serge, à la couche. Et il n'y a personne auprès d'elle. Oh, mais il fait trop froid. Vous rentrez? Non. Eh oh! Là, aujourd'hui, je vous embrasse, ce que j'ai pas fait dans le film. Et, ah ben non, vous n'aviez pas envie de m'embrasser du tout. 46 ans après, enfin, Jean-Claude vous embrasse. Enfin, c'est le baiser. Vous êtes bien, moi je vous ai bien reconnu. Hein. De la réconciliation. À bientôt. À bientôt. Fallait faire pardonner mon péché. J'ai été enfant de cœur. J'ai été enfant de cœur et parrain de
une cinquantaine d'enfants que je n'ai jamais vus, parce que au moment des baptêmes, le curé disait au parrain éventuel, vous êtes baptisé? Il disait ah non, c'est pas possible, ben on va le prendre lui comme parrain. Et j'ai été parrain. Mais ça aussi, ça m'a donné la sensation que ça n'était pas très sérieux, que les choses censées être sérieuses et même sacrées, finalement, ne l'étaient pas. Le premier plan que j'ai tourné, bien entendu, j'ai voulu faire un travelling. Alors, j'ai pris le viseur et c'était la séquence où Jean-Claude, le matin, sort de l'hôtel, court, passe à côté des tonneaux et il saute pour rejoindre la route. Et ensuite, j'enchaînais un deuxième plan que je voulais faire en travelling aussi. Alors, ce premier plan... Je le regarde au viseur, je dis voilà, on va de là à là, on met le 35, c'est le 35, hein, ça j'en suis sûr. Bon. Et donc ils installent le travelling, ils installent la caméra, ils me demandent de regarder, je regarde, je vois rien. Comme il était très myope, il avait enlevé ses lunettes pour voir l'œilleton et il s'est tombé sur une vis. Alors, effectivement, je regardais dans un boulon, et au-dessus, il y avait le viseur et le viseur de la caméra, et là, j'ai vu ce que je voulais voir. Alors, on m'a montré le mouvement, Jean-Claude a fait l'ensemble du mouvement, je lui ai fait très légèrement modifier son trajet, parce que je voulais faire enfin, le côté méandre de son trajet futur. Bon, et jusqu'au moment où il sautait, c'est-à-dire que il y avait tout le discours du film dans le premier plan. Ça, je trouve que c'est bien de faire ça. Quand on commence, faut carrément mettre la barre haut. Je me souviens très bien de l'attitude de toute l'équipe quand on a fait ce premier plan. On attendait Chabrol. Qu'est-ce qu'il va faire? Et très vite, Chabrol dit, bon voilà, on va mettre le travelling, on va mettre 10 mètres là, comme ça, non, comme ça. Et puis après on fera ça, après on fera ça. C'est-à-dire que je crois qu'il avait son découpage dans la tête, et puis ça s'est pas limité au premier jour, quoi. Je veux dire que... Il a une force incroyable. C'est un des types les plus sûrs de lui que j'ai rencontrés. Même et particulièrement quand il se gourre, d'ailleurs. Alors, il y a deux acteurs qu'on voit à un moment donné sur la place. L'un s'appelle Latruffe. Tiens, il y a Latruffe. Il a fait un héritage. J'imagine que c'est une allusion à Truffaut et c'est joué par vous. Oui. Salut. Bonjour. Jean Brumel. Bonjour, François. Salut. Tu m'as reconnu? Oui. Pas changé. Bonjour, Jacques. Salut. T'es en père? Ouais, je comprends qu'il est en père, oui. Regarde. Lui fait de la gala au cou. L'autre, c'est Philippe de Broca. Oui. Tu le reconnais? C'est Jacques Rivette de la Chazule. Ah, bien sûr. Hein? Alors, tu fais ton service? Non. Penses-tu? C'est un professionnel. Oui, je suis engagé. Tiens, tu veux une cigarette? Non. Une algérienne? Ah, merci. Comme toujours, quand Philippe joue, il est formidable. C'est un acteur très méconnu, Philippe de Broca. Mais vous aussi, vous êtes un acteur très méconnu. Oui. Non, je suis très inégalement. Mais je suis pas mauvais dans le Beau Serge, je trouve. Je vous verrai bien, les gars. Oui, on l'a l'air verra, va. J'ai 15 jours de perme. Ah, bah alors, bien sûr. Tu m'accompagnes là-haut? On va prendre l'apéro avant. Non, elle dit, je suis déjà en retard, là, la mère Chaudière, ça furieuse. Eh ben, on va le boire là-haut. T'es fou, il est 1h. Mais à quelle heure tu bouffes, toi? Oh, t'as raison, Bab. Tiens, on va là, viens. Non. Allez, bon appétit, hein. Merci, toi aussi. Merci. Bonjour, madame. Tu te rappelles de moi? Bonjour. C'était bien quand José pour commencer. Oui, ça c'est vrai. Rappelle-toi. Oui. On a fait beaucoup de choses tous les deux au Beau Serge. Oui. Hein? Ça va? Oh, je suis contente de te voir. Eh ben, moi, je suis content de vous voir. Oh oui, alors, je te tutoie du coup. Bien sûr. Oh, oui. Alors. Il avait 22 ans quand il était là. Voilà. Il était jeune. Hein? Quel âge vous avez maintenant? Maintenant, j'ai 87 ans. Moi. Eh ben, c'est bien ça. Tu trouves? Ben oui. Ah, ben, quand on est bien conservé. Je m'occupais beaucoup de tes chemises. Oui. C'est elle qui me l'avait repassé tout ça. Ah oui. Elle me poupounait. Ah oui, ça, je l'ai bien pouponné. Hein? Oui. Hein? Quand je te vois à la télé, je dis, mon Dieu, que... Ah oui. Je te rappelle des souvenirs. Ah oui, j'étais bien propre grâce à elle. Bon, allez, bonne journée. Et toi aussi, mon petit. C'est gentil, hein, je suis content de vous avoir vu. Et Bernadette, elle va arriver, Bernadette. Elle va arriver? Oui, vous allez la voir. Ah bon? Elle est en pleine forme.
Oh, ben non, elle a vieilli, elle aussi. Hein. Cherchez partout. Emma Star est là. Alors, en conversation. Mais non, pas du tout. Oh. C'est la fiancée berbère. Ça va, chérie? Oui, et toi? Bien dormi? Oh oui, très bien. T'as vu Thérèse? Oh oui, oui, oui. Et puis aussi. Et ses confitures? C'est Germaine qui est là-bas. Viens t'asseoir. Tu as vu combien elle a changé? C'est incroyable. C'est bien, hein? Sauf peut-être la pompe à essence, quand même. Oui, la pompe à essence, c'est plus la même. Ouais. Enfin, l'endroit est pareil, la maison de Chabrol, Oui. l'église, la place, la boulangerie. Ils n'ont pas refait la couverture de l'église, là? Alors, le clocher? Oui. C'est le clocher qui a été refait voilà. parce qu'il était tombé. On a Tu vois, tout refait. dès qu'on est parti, il y a eu un malheur, tu vois, forcément. Oh, ouais. Vous allez tourner Le Beau Serge à Sardan et quelques temps plus tard, on va vous retrouver en couverture d'un journal. Mais c'était les cahiers du cinéma? Oui. Ouais. Et ouais, Couverture jaune, oui. mythique. Oui. Je me souviens que je disais à Decaux, l'opérateur, que je voulais avoir des yeux verts. On était en noir et blanc. Mais là, regarde, il y a un petit coup de projecteur, on dirait qu'il y a une petite transparence. Oui, oui. Je disais, fais-moi les yeux verts, on est en noir et blanc. Peut-être partir maintenant. Salut Thérèse. À bientôt, hein. Et faites des bonnes confitures, hein. Continuez à faire des belles confitures. Non, montez sur la place. Je vous rejoins. Bon, bah, on y va. Vous venez? Ça n'a pas bougé, ça. Oh, c'est superbe, hein. Horlogerie. Oui. C'est pas tout jeune, tout ça. Ça nous ressemble. Enfin, pas toi, mais moi. Et là, c'est la maison, tu te rappelles, la maison de Chabrol? Oui, oui, la maison. Avec- Alors, on moi habitait- j'étais toi tu habitais en haut et moi... En haut. Toi, Ouais. il y avait Chabrol et sa femme qui habitaient là, au premier. Et toi, tu habitais avec Gérard. Votre chambre était là. Et où elle était Mérite? Méris, elle était au-dessus. Voilà. Elle habitait avec De Broca au-dessus. Et moi, j'habitais au-dessus. On avait deux chambres Et là-haut. Claude de Givray et Lucette habitaient là aussi, non? Mais ils En étaient fait, au c'est fond, eux. ces maisons contenaient plein de monde. Hein. Ouais, on était bourrés là-dedans. Tous les soirs, donc, Brialy mettait un micro-sillon pour comme fond. Et après, c'était l'Alcazar, je sais pas quoi. Il faisait un numéro incroyable. Alors, il y avait un piano, parce que Chabrol était pianiste. Il y avait donc le petit tapis sur les notes. Alors, par exemple, Brialy prenait le tapis et faisait le rôle du curé. Et puis après, il venait chez tous les techniciens. Mon cher frère, il y a combien de temps vous avez pas confessé? Et il enquillait sur la durée du micro-sillon, quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et tout en sortant des trucs qu'il avait vus pendant le tournage, mais pas méchant, mais assez pointu. À un moment, je me souviens qu'il voulait te faire prêtre. Ah oui, je me rappelle. Ça m'a passé. Hein? Dis donc, Serge, on a trouvé le père Gloumot évanoui dans le cimetière. Il était sous? Oui, il en tenait une bonne, on l'a transporté chez le docteur. Il y est toujours? Oui, tu ferais bien d'y monter. Les voilà. J'ai pris des leçons sur la façon dont Claude crée une espèce de bonhomie, de sympathie générale. Ça, je pense que c'est très important. Et je me flatte d'avoir fait la même chose. Tous ces gens qui étaient dans le village, ça les amuse beaucoup. Le jeu, c'est un retour à l'enfance. C'est vrai que le film, quand on le voit, il y a quelques acteurs venus, une poignée de gens, 5 personnes venues de Paris, mais c'est vraiment le tissu du film, c'est le village, les enfants, les copains, enfin tout le monde. Et pareil, comme ils étaient très chaleureux, les gens adorent ça dans les petits villages, qu'on vienne, surtout, c'était quand même un enfant du pays. Hein. Je crois que quelqu'un arriverait de l'extérieur dans ce genre d'endroit, ce serait pas forcément comme ça. La population, je crois, unanime était très fière qu'on mette en vedette leur pays. Allez, parle-moi encore de Serge. Ça te tracasse, hein? Bah, mets-toi à ma place. Ça me fait un drôle d'effet, c'est un type tellement épatant. Pourquoi il a épousé cette fille? Yvonne? Ouais. Elle était enceinte. Il avait peut-être couché 2 fois avec elle. T'as pas eu de chance? Ils ont un gosse? Non. Ils en ont eu un, seulement il est mort à la naissance. Ça, c'est l'élément autobiographique, ça. Parce que j'ai perdu mon premier gosse. Et
alors, ce qui est drôle, c'est que je l'ai mis aussi, c'est assez pervers, je dois dire, pour que les gens qui me connaissaient fassent une relation. C'est-à-dire se disent, il y a une part autobiographique, etc. Alors qu'il n'y a rien d'autobiographique dans ce film, sinon le fait qu'il se déroule dans un endroit que je connais, et ce détail du type qui a perdu son gosse quasiment à la naissance, son premier gosse quasiment à la naissance. C'est ce gosse qui a tout foutu en l'air. Ce gosse de la putain de Glomo. Tous ces gosses vont venir et crever. Un jour, Chabrol m'a dit faut trouver le garçon qui jouerait le beau Serge. Et j'avais été voir Le Temps des Assassins du Vivier avec Jean Gabin et Daniel Delorme. J'étais passionné par Gabin. Et là, il y avait un garçon original qui faisait un peu du James Dean, mais qui avait une tronche, qui avait un beau visage, et puis une émotion, une intériorité. Alors, je dis à Claude Chabrol, je dis écoute, j'ai vu un garçon étonnant, qui ressemble bien à ton personnage. Alors il me dit, mais tu le connais? Je dis non. Alors j'ai trouvé son adresse et son téléphone. Je l'ai appelé de chez Beach, du petit café, et je me rappellerai toute ma vie. J'ai entendu une voix qui me disait, je dis voilà, je suis Jean-Claude Brialy, vous ne me connaissez pas. Ah si, il me dit. Je dis comment? Oui. Et puis alors agressif. Vous avez eu un papier de Truffaut dans Art de 2 colonnes pour une merde qui s'appelle L'Ami de la famille, où on vous compare à Cary Grant, c'est n'importe quoi. Et moi, je tourne Le Temps des Assassins avec Jean Gabin et Daniel Delorme, j'ai eu une ligne, mais on voit bien que vous êtes un PD, couché avec n'importe qui. Enfin, il commence à m'insulter. Alors je dis, écoutez, moi je vous appelle gentiment, c'est parce que je connais un jeune metteur en scène. Oui, c'est ça, un jeune metteur en scène. Bon, enfin, j'ai dû l'apprivoiser. On s'est donné rendez-vous au Trocadéro, parce qu'il habitait rue des Sablons, pour se rencontrer. Il a compris ma sincérité. Il a accepté de rencontrer Chabrol. Il m'a paru assez frustre, et ça me plaisait bien. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Le truc, ça a été Bernadette. À vrai dire, c'est la productrice qui m'a décidé de prendre Bernadette. J'entends par productrice mon épouse, qui... Quand on a vu les Mistons que François montrait au Panthéon, un petit cinéma du Panthéon, là, et en sortant, elle a dit Bernadette, elle est formidable. Alors j'ai dit on la prend pour le... Elle a dit oui. Elle a été vraiment le premier déclencheur pour prendre Bernadette, mais ça a fait tout un tas d'histoires avec Gérard, qui avait pas trop envie que sa femme fasse du cinéma, quoi. Enfin bref, il a cédé, quoi. Le premier rôle au cinéma, c'est les Mistons. Oui. Avec Gérard aussi. Avec Gérard aussi. Tournage très compliqué aussi. Tournage très compliqué. Et vous étiez un peu amoureuse de Truffaut? Il était fascinant. Hein. Il était fascinant, Truffaut, complètement. Je me souviens, on allait au cinéma à Nîmes, ensemble. Et puis, je me souviens que je crois que je me disais, quand même, ce serait bien s'il me prenait la main. Il devait en avoir envie sûrement aussi, mais il le faisait pas. J'étais mariée avec Gérard, on était très... Et lui était fiancé avec Madeleine. Mais il y avait comme ça, oui, je me souviens de ça. S'il pouvait me prendre la main, rien du tout. Hein. Et puis regarde pas François comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me fait. Oh bah tu sais, je sais me défendre. Penses-tu, c'est mes salines? Oh, laisse-les dire. Tiens, prends-moi 2 bols. Moi, je connaissais pas Bernadette. Et quand je l'ai vue arriver, j'ai été frappé par cette espèce de naturel un peu composé, puisqu'elle était fascinée par Brigitte Bardot, donc elle traînait, elle ondulait un petit peu, puis elle faisait la lippe avec la bouche. Vous m'accompagnez? Oui. Elle avait un regard d'une intensité, d'une intelligence rare chez une fille jeune de 17 ans qui arrive de Nîmes, qui était provinciale. Elle s'est adaptée en très peu de temps. C'était formidable. Et puis, vous savez, en 1957, elle était une femme libre. Je lui conseillais, moi, toujours, étant donné qu'elle n'avait pas pris de cours de machin, d'essayer d'être le plus naturel possible, de jouer naturel, d'être plutôt du côté des amateurs du film que des professionnels. J'allais beaucoup au cinéma, et je m'étais quand même aperçue que c'était le gros plan qui faisait le personnage. Après, plus tard, j'ai appris qu'il y avait des vedettes il y avait un certain nombre de gros plans, et puis regarder le contrat de l'autre, il fallait pas en avoir plus. Donc j'avais compris ça, que c'était le gros plan.
Et le film avançait, et il faisait pas de gros plans, Claude. Pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en avais pas. Et un jour, je lui dis, le gros plan. C'est incroyable. Bonjour. Magnifique. On peut rentrer, là? Bonjour. C'est magnifique. Vous allez bien? Très bien. Bonjour, monsieur. Vous connaissez Bernadette Lafont? Ah, Oui, ça y est, je moi, sens. je retrouve. C'est fou, le décor, hein. Rien n'a changé, hein, depuis le temps. Le vieux Laroche est mort. C'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Tiens, donne-moi une fille, là. Gérard avait une présence. C'était pas du tout un acteur intellectuel qui jouait froid, qui était uniquement cérébral. Il avait une vraie émotion profonde, mais il était préoccupé par son image. Ah, Gérard, c'est quelqu'un de très... À la fois, moi je l'aimais énormément, et en même temps, il était très, très, très insupportable aussi. C'est vrai que au moment du Beau Serge, j'étais très très jeune, je l'avais rencontré, j'avais 16 ans, je l'avais épousé un an après. Et moi j'étais passée en fait des mains d'un père assez, comme à l'époque, vraiment sévère. Pharmacien ? Oui, comme le père de Chabrol. À un mari qui était aussi très, très répressif dans la mesure où lui, il avait eu un échec avec une comédienne qui était Estelle Ablin, donc la prochaine femme ne pouvait pas être actrice parce que ça pouvait pas marcher. Bernadette Lafont devait avoir 18 ans et découvrait ses charmes. Elle était très aguicheuse, je me souviens. Et elle a rendu Charles fou amoureux d'elle. On a dû s'embrasser, oui, un tout petit peu comme ça, mais ça se passait toujours, on dansait devant l'équipe. Mais c'est vrai que Gérard, ça a été un prétexte. Il savait très bien qu'il n'y avait vraiment rien eu, mais il savait que c'était foutu et que déjà, je faisais du cinéma, donc l'image qu'il avait de la femme qu'il voulait avoir, elle était foutue. Tu veux que je t'embrasse? Claude Chabrol m'a dit que, bon, il était vraiment consterné, mais qu'il pouvait plus me garder sur le plateau parce que avec Gérard Blin, si je restais, Claude ne savait pas comment il allait s'en sortir. C'est drôle, mais Chabrol, à vrai dire, il jubilait de ce genre de choses. Il disait, oui, c'est terrible, on va arrêter le tournage, non, il faut pas. Et donc, Charles Bitch a disparu. Et c'est là où est arrivé Claude de Givray, qui a donc remplacé Charles Bitch. On a eu un petit moment de panique. Mais c'est assez rigolo. Par exemple, Gérard, qui était très triste de cette aventure, commençait à saouler la gueule. Et heureusement, Jean-Claude a eu la gentillesse de le prendre dans sa chambre pour le consoler. Mais c'était apocalyptique quand même. Mon vieux Serge. Ce que j'aimais bien dans le personnage, c'est qu'il avait comme une vraie volonté, et puis que cette amitié entre lui et Serge est très forte. Et c'est une amitié qui est parfois un peu ambiguë, ce qui était d'ailleurs Gérard Blin et moi. Nos rapports nous n'avons jamais été amants, mais il y avait une amitié trouble. Il y avait quelque chose, comme j'aurais pu avoir avec un frère. Il y avait quelque chose de profond, de grave. Regarde s'il est là. C'est là. C'est là. Quoi? La petite chambre. Ouais. Ah, déjà, tu t'allonges, toi. Dès qu'elle voit un lit, là, vraiment, une actrice couchée, toi. Hein? Oui. Ah, regarde. J'adore être couchée. À quel âge as-tu commencé? Ça fait 2 ans. Avec qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dis-moi avec qui, je sais avec qui. Hein. Bah alors, si tu le sais. Regarde là. Ça a été juste une fois. T'es mignonne, hein? Je te demande. Oh, regarde, elle morte au barreau. Très érotique. Tu as dit? Serge! Je te dis de foutre le camp. Écoute-moi. Tu veux pas foutre le camp? Fais pas ça. Mais je te cogne!
C'était là. Et je me souviens que Gérard devait me donner un coup de poing. Il faisait moins 20, hein. Donc le sol était comme du marbre, c'était gelé. Et Chabrol dit à Gérard, on voit que tu fais comme ça, effleure-le. Je te demande pas de lui donner un coup de poing, mais effleure-le. Il dit, j'arrive pas, puis il était énervé et tout d'un coup, il dit, je vais boire un petit coup. Pour me donner du courage, et puis il faisait froid en plus, donc on se réchauffait, alors il se tape quand même 2-3 verres de rhum, et puis on dit moteur, et puis il m'envoie un vrai coup de poing. Et je me suis cassé 2 vertèbres. Mais comme on n'était pas assuré, qu'on était un petit budget de film, on a fait venir le médecin de campagne d'ici, qui a détecté des bleus, qui m'a bien sûr pas passé de radio et tout. Et je suis resté comme ça pendant 6 mois avec ces vertèbres brisées. Et puis on m'a opéré après les cousins en 59. Et heureusement, sinon j'étais paralysé de la moelle épinière. Il m'avait vraiment fait mal, oui. Et il l'a pas dit, ce con. Jean-Claude, il a gardé ça pour lui. Marie. Marie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est entré comme un serpent. Ça veut dire quoi, il est entré comme un serpent? Il m'a pénétré comme un serpent. D'accord. C'est pas il a ouvert la porte, il est rentré comme un serpent. Non, il est entré comme un serpent. C'est ça que ça veut dire? Ah bah bien sûr. Oui. D'accord. Ah oui. Et la question, soyons simples. Et bien sûr. Mais la question que je me posais, est-ce qu'un serpent peut rentrer? C'est ça. Alors, étant donné que le personnage de Beauchamp avait quand même une large soixantaine à l'époque, franchement, je le vois plus comme un serpent que comme un bâton de maréchal. Quand les ethnologues se sont penchés un peu sur les problèmes de la campagne française, on s'est aperçu que l'alcoolisme était fou et l'inceste était très très répandu. Mais c'est un peu plus tard, quand il y a eu quand les Français ont été moins impliqués dans la paysannerie, que les gens pouvaient regarder ça un peu à distance. Mais avant 58, on était quand même, je sais pas pourquoi, il devait y avoir un Français sur 4 qui était lié encore à la paysannerie, donc c'était un peu bouche cousue, quoi. Ça vient Flores, on est chez nous. Ça vient nous emmerder. Tu vas voir ce qui va te tomber sur la tête. Au revoir tout le monde. Le Beau-Serge n'a trouvé aucune grâce vis-à-vis des distributeurs. Chabrol et moi, on s'est baladé avec les bobines pendant des mois et des mois. J'avais même été voir des distributeurs qui étaient d'origine creusoise. Alors je me suis dit, ça va peut-être être bon. On aimait Sénamo. Non, il a été négatif, ça a même été le plus désagréable. On a même eu je sais plus qui exactement, les noms importent peu, mais des distributeurs qui s'en allaient à la moitié du film en disant que ça sentait le fumier, quoi. Donc c'était assez étonnant. On avait fait même un prémixage hâtif pour la sélection à Cannes, mais ça a été refusé. À l'époque, il y a eu un veto absolu du représentant du ministère du Tourisme dans la mesure où il estimait que cela donnait de la France une image dégradante. Et effectivement, on a mis à la place un charmant film qui s'appelait L'eau vive. Le Beau-Serge est terminé. Non seulement il est remboursé par la prime à qualité, mais vous avez fait un peu de gras. Oui, juste ce qu'il fallait. J'avais plus rien. Hein. On avait tout dépensé quand même. Tout l'argent de la vieille était passé. Puisque la prime à la qualité doit être réinvestie dans le cinéma, puisque c'était ça la loi. Absolument. Je démarre mon deuxième scénario, Les Cousins. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est que Les Cousins coûtaient un peu plus cher. Et je me suis retrouvé en 5e semaine des Cousins, mais j'ai eu une veine magnifique. Hein. En 5e semaine des Cousins, j'étais presque sur le point d'arrêter le film. Pas tout à fait, parce que j'aurais essayé de trouver une combine, mais j'étais très emmerdé. Et finalement, c'est à ce moment-là que Tenouji a tout débloqué. C'est-à-dire qu'il a dit, je prends le Beau-Serge et j'achève le financement des Cousins. Et ce qui lui a donné cette chance fantastique que peu de réalisateurs ont dans leur vie, je sais même pas, c'est peut-être un des rares de toute l'histoire du cinéma, avoir 2 premiers films qui sortent en même temps, avec ce que ça a engendré comme réaction dans le public.
Le Beau-Serge, c'est pas possible, c'est niaiseux, allez voir les cousins, c'est dégueulasse, c'est facho et tout, allez voir le Beau-Serge. On peut pas trouver un plus beau tambour de publicité. Le Beau-Serge sort en février, donc, au Publicis, et Les Cousins sort en mars au Colisée, avec Gérard Blin, Jean-Claude Brialy, Juliette Méniel, dans Les Cousins, un film de Claude Chabrol. Et pendant ce temps-là, en haut des Champs-Élysées, il y a, plus modestement, mais un film de Claude Chabrol, Le Beau-Serge, Gérard Blin, Jean-Claude Brialy, Bernadette Lafont. Voici quelques extraits de ce qu'écrit la presse à propos du Beau-Serge. Un thème pathétique. Depuis longtemps, on n'avait rien vu de plus bouleversant et de plus noble sur le grand mystère de l'amitié. Il s'agit d'un des films français les plus importants de l'année. Le film annonce du Beau-Serge, vous n'avez aucune responsabilité dans sa fabrication? Non, il m'a fait hurler de rire quand je l'ai vu, mais il paraît qu'il était très efficace. Mais le grand mystère de l'amitié, j'avoue que j'y suis resté. Même en le voyant la première fois, je me suis dit, bah dis donc, c'est pas possible. Le Beau-Serge est un film exceptionnel. Nous sommes heureux de pouvoir vous le présenter prochainement sur cet écran. Quelle a été la réaction des habitants de Sardan quand ils ont vu le film? Il y a de la critique, hein. Oui, pourquoi? Eh bien, parce que ils ont trouvé que les gens de Sardan buvaient. C'est faux, ils ne boivent pas plus qu'ailleurs. Et ça fait beaucoup de mal à Chabrol. Hein. Le gros rouge, comme on le disait, oui. Ça, il n'a pas exagéré chez M. Chabrol, pas du tout. Il y en a qui ont été contents, d'autres pas contents. Et pourtant, vous savez, il a dit que la vérité, même, il n'a pas bien exagéré. Non, il a été trop dur. Les gens de Sardan m'ont fait la gueule. Hein. Ils m'ont fait la gueule pendant un bout de temps parce qu'ils trouvaient que je les montrais mal, enfin que c'était... J'avais l'impression que je les méprisais. Enfin bon, c'est ce qui est bien la preuve que le film ne fonctionnait pas complètement comme je l'entendais. Eux-mêmes, ils vivent malgré tout avec des règles. C'est mal de boire, donc si on nous montre en train de boire, c'est qu'on nous juge mal. Bon, c'est ce genre de règles stupides. Et bon, on ne peut pas empêcher les gens de vivre selon une morale imbécile quand on n'a pas à leur offrir une morale qui ne l'est pas. Quoi. Le Beau-Serge est un film très français. Ça se passe vraiment dans la France profonde, Chabrol voulait ça. Mais en même temps, c'est un film qui est hanté par ce qui tiraille Chabrol à l'époque. Et Chabrol est lui-même un critique hanté par la métaphysique. Tous ses textes tournent autour de ça. Tous ses textes tournent autour de la faute, du mal, de la rédemption. On est devant un film qui est absolument cohérent, je dirais, dans son message, entre guillemets, avec les textes écrits par Chabrol tout au long des années 50. Il y a quelques moments très mis en scène, mais sinon c'est un film relativement simple et relativement sobre sur la mise en scène et où l'influence est plus du côté du cinéma européen, je dirais entre Renoir, Melville, oui Rossellini aussi, sur le côté presque brut comme ça du film, que du côté hollywoodien. La grande forme hollywoodienne, elle viendra un peu plus tard chez Chabrol. Le message était très complexe dans le Beau-Serge, puisqu'il était d'apparence simpliste et profondément pervers. Donc c'était assez compliqué. Assez chrétien, en fait. C'était à la fois chrétien et anti. Enfin, c'était la position dans laquelle j'étais à l'époque où ça commençait à me sortir par les trous de nez et où je me disais, il faut changer ça, quoi. Parce qu'on trouve une réflexion avec une certaine grâce, sans jeu de mots, sur des valeurs chrétiennes. Le rachat, l'altruisme, le péché, le remords, la mort, la paternité, la fraternité. Absolument. Et oui, bien sûr, mais ce sont pas... Ce qui est amusant, c'est de voir l'Église catholique, qui n'en est pas une race viaprée, faire main basse sur toutes ces valeurs qui sont des valeurs humaines, toutes bêtes. Vous n'êtes pas retourné à Sardan depuis un certain temps. J'ai le sentiment que vous avez du mal à y retourner. Pourquoi ?
Oui, j'ai beaucoup de mal à y retourner. J'ai beaucoup de mal à y retourner parce que toutes les caractéristiques de ce qui m'attache à ce pays, il y en a plus des 2/3 qui ont disparu et qui ne sauraient revenir. Donc, je veux dire, j'étais trop accroché pour que ça ne soit pas douloureux. Déjà, après la mort de mon père, ça a été plus difficile. Et après la mort de ma mère, c'est devenu quasiment impossible. Et je me suis aperçu que j'y allais presque à mon corps défendant, quoi. C'est-à-dire que les choses ne pouvaient plus être comme elles étaient. Vous pensez vous faire enterrer à Sardan ? C'est une très belle question. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Bon, je n'y pense pas trop, mais j'y pense un peu. Grâce aux bénéfices engendrés par le Beau-Serge et les cousins, Claude Chabrol produira les 2 premiers films de Philippe de Broca, Les Jeux de l'amour et Le Farceur, et les premiers longs métrages d'Éric Rohmer et de Jacques Rivette, Le Cygne du Lion et Paris nous appartient.